Je suis Franck et nous sommes ici au studio Étienne. La chute des cheveux ou la calvitie, est-ce un problème de santé? Est-ce un problème qui mérite un traitement? Nous allons en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes au studio Étienne dans le cadre du programme Pathologie médicale et nous recevons aujourd'hui Dr Patrick Mwamba, spécialiste des greffes de cheveux. Il va parler de lui-même. Bonjour docteur. Bonjour docteur Franck. Donc je suis le docteur Patrick Mwamba, je suis chirurgien capillaire. Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine et comme vous dites, c'est une pathologie en quelque sorte, mais nous allons entrer plus en détail avec les questions que vous poserez pour savoir plus sur le cheveu qui est en effet un organe, comme tout organe du corps humain. Très bien, mais avant de parler des cheveux comme organe, j'aimerais savoir, est-ce que les cheveux ou la présence de cheveux sur la tête, ici et partout dans le corps, est-ce important? Est-ce qu'un homme, une femme, peut-il vivre sans cheveux? Vivre sans cheveux, on le peut. Okay. Mais c'est très important parce qu'on a vu que au cours de l'histoire, le cheveu chez l'homme, si je parle vraiment du cheveu chez l'homme, le cheveu a un rôle d'abord d'identité. Souvent, quand on a des cheveux, on a l'impression d'être jeune, d'être en bonne santé. Et non seulement ça, on va remarquer que le cheveu est je dirais, un témoin de la santé en général. Parce que tout ce qui est comme pathologie ou tout ce qui est comme dysfonctionnement du corps humain, le cheveu va se refléter dans le cheveu. D'où, au début, dans la médecine, quand on retrouvait un patient, il y avait un réflexe que le médecin avait. C'était regarder les ongles et regarder le cheveu. Parce que ce sont les deux, je dirais, les deux organes qui ont un métabolisme assez fréquent et assez important qui témoigne un peu de la santé de la personne. Donc le cheveu, de ce côté-là, est très important. Et au cours même, je dirais, des anecdotes, on a vu que l'identité du cheveu dans la culture est très importante. Pour ceux qui sont un peu familiers avec les coutumes, comme au Congo, quand il y avait un deuil, qu'est-ce qu'on fait? On rase souvent les cheveux. Oui. Donc ça démontre que quand on enlève les cheveux, on te diminue. Il y a une relation de dominé et dominant avec le cheveu. Et on n'a pas remarqué que seulement dans les cultures africaines. On voit aussi dans les cultures européennes, les prisonniers, souvent, on les rase. D'où aujourd'hui, souvent les gens, quand on dit qu'on doit les raser, c'est comme si tu vas les diminuer. Et donc la perte de cheveux est toujours très mal perçue. Non seulement ça te donne une physionomie d'un peu plus vieux, de vieillesse, mais je dirais, au niveau de la société, il y avait un stigmate, on stigmatise celui qui n'a pas de cheveux comme un problème. Et ça, c'est vraiment important. Mais si nous repartons dans le rôle du cheveu, parce que les poils, et vous allez remarquer même chez les animaux, le cheveu sert aussi beaucoup à la protection. Par exemple, les animaux, ils sont velus pour pouvoir garder la chaleur dans le corps. Le cheveu aide beaucoup. Par exemple, les sourcils aident à protéger les yeux, les cils. Donc, la chevelure ou le poil est très important dans sa fonction au niveau organique, mais aussi dans la fonction de perception que nous avons. Très bien, ça c'est une bonne chose au niveau de perception. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, est-ce que les cheveux de la tête sont, du point de vue organe, formel et même anatomique, semblables aux cheveux des barbes, des poils du corps? Est-ce que c'est la même chose? Je dirais, il y a des différences. La structure de base est la même, la structure anatomique. Au niveau du cheveu, on a le bulbe, tu vas trouver toujours le bulbe, qui est la partie, je dirais, fonctionnelle, qui est le moteur du cheveu. Et c'est à partir du bulbe qu'on va produire les protéines qui vont constituer le cheveu. Parce que le cheveu est constitué à 80% de protéines qui, bien sûr, vont être gardées ensemble par le cuticule. Donc, j'appelle ça la charpente. Donc, tu as des éléments externes qui vont permettre de tenir ces protéines pour leur donner une longueur. Donc, tout organe, tout cheveu, poil, a toujours la même anatomie. Tu as le bulbe et puis la tige que nous voyons. Et la tige est constituée de protéines qui donnent cela. Mais maintenant, il y a une différence
des cheveux en fonction de l'endroit où ils sont. Parce que là où ils sont, ils ont une fonction bien particulière. Et ce que nous avons remarqué, par exemple, en science, c'est que, par exemple, tu vas toujours remarquer, par exemple, que tes poils ne vont jamais grandir et devenir très longs. Ok. Alors que le cheveu peut aller très long. En fait, le cycle du cheveu change. Et nous savons que la longueur du cheveu, la caractéristique du cheveu dépend de son cycle. Plus le cycle est long, plus le cheveu aura tendance à être plus costaud et plus long. Et c'est cette fréquence où on se dit, par exemple, la barbe va réagir différemment au niveau de son cycle. Et nous, en médecine, par exemple, on sait les reconnaître. On a, par exemple, les 3 cycles du cheveu, les 3 phases du cycle du cheveu. On a le cheveu en phase anagène, qui veut dire en phase de croissance, où on va voir que le cheveu a un bulbe bien costaud et la tige qui grandit. Et puis, tu as des cheveux qui sont en repos, qu'on parle de phase télogène, où le cheveu a son bulbe qui est pratiquement atrophié, le cheveu ne réagit pas, il est au repos. Mais tu vas le voir à l'extérieur, la tige est là, mais cette tige-là ne va pas pousser, elle va rester la même pendant longtemps. Et puis tu as la 3e phase qui est la phase catagène, qui est la phase de transition. Et tu vas par exemple remarquer que au niveau du cuir chevelu, 90% des cheveux sont en phase anagène et seulement 10% sont en phase télogène. Donc ce sont des cheveux qui sont en train de produire. Mais par exemple, au niveau de torse, 60% sont en phase anagène et seulement 40% en phase télogène. Ce qui fait que tu ne vas jamais voir des poils du torse qui grandissent, qui grandissent. Pourquoi? Quand ils sont en phase télogène, ils ne poussent pas. Ils restent identiques avec la même longueur. Et donc, ce sont ces différences qu'on regarde. Et ce qui est assez impressionnant, c'est quand on fait, par exemple, même la transplantation de cheveux, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la dominance de l'endroit, de la zone receveuse. C'est-à-dire, si je déplace, par exemple, ma barbe et que je la mets à la tête, directement, elle va essayer d'adapter son cycle pour parfaire la fonction de la tête. Et si je prends par exemple mes cheveux de la tête à la région, elle est transplantée. Et j'ai toujours rigolé, je me dis, ça ressemble un peu à nous humains. Quand on sort de l'Afrique, on peut être très noir, on vient en Europe, la peau change à cause de l'environnement. Donc il y a l'environnement a un impact. Parce que quand on est dans un environnement, ça détermine qu'il y a la fonction. Et n'oublions pas, comme médecine, on dit toujours que la fonction crée l'organe. Tout à fait. Je suis très heureux, docteur. Et je dois rappeler que docteur Patrick, il a des chirurgiens capillaires, surtout en matière de greffe de cheveux, réputés, parmi les plus réputés dans le monde, surtout dans la population des Noirs. C'est pour ça que vous parlez tout le temps des transplantations. Mais avant qu'on ne puisse arriver à là, nous avons ici parlé, bien sûr, de la chute des cheveux. La question qui me vient maintenant à l'esprit, est-ce qu'il y a une différence entre chute de cheveux, dit comme ça, et calvitie? Qu'est-ce que c'est la calvitie? La calvitie, au fait, c'est la phase, je dirais, terminale de la chute du cheveu. Okay. Donc, au fait, qu'est-ce qui se passe dans la régulation, dans la physiologie normale? Au fait, le cheveu, comme je vous ai dit, il croît et puis il se met au repos. Il a fait un cycle. Mais après ce cycle, un nouveau cheveu va recommencer sa vie. Et quand ce nouveau cheveu recommence sa vie, on va remarquer que comme toute cellule qui vieillit, elle devient moins performante. Donc elle va produire moins de protéines, elle va produire moins de mélanine, qui est le pigment du cheveu. Et alors, le nouveau cheveu qui va grandir va être plus fin et moins pigmenté. Mais avant d'arriver au 2e cycle, le cheveu qui était là au début doit tomber. Et c'est ça qu'on appelle la chute du cheveu. Donc, et ce sont les cheveux quand on se peigne, quand on a, par exemple, quand je tire mes cheveux, ils tombent. Ces cheveux, en fait, sont en fin de leur phase active avant de passer en phase télogène. Donc, comme ils se sont déconnectés de tout ce qui est de l'ancrage, ils tombent. On parle de chute de cheveux. Mais en ce moment-là, on ne parle pas encore de calvitie. Mais maintenant, quand tu consommes tous tes cycles de cheveux, et il y a à peu près 20 à 25 cycles de cheveux, tu arrives au point où le cheveu ne peut plus repousser. Donc, il est en chute permanente. Donc, et on parle en ce moment-là de calvitie, parce que calvitie, c'est quand on a au moins 50% de cheveux qui ne poussent plus et qui sont visibles
que cette plage est dénudée et carrément sans cheveux. Et donc, en ce moment-là, de manière permanente, on dit qu'il y a une calvitie qui s'installe. Nous avons voulu justement faire cette définition de la calvitie parce que, comme le titre de l'émission aujourd'hui le dit, la calvitie est véritablement, on va dire, un problème social, surtout chez les hommes. Moi, je suis un homme, je commence déjà, vous voyez, à perdre des cheveux et je crois que cette perte de cheveux n'est pas, peut-être pas seulement une chute, mais peut-être une chute permanente. Ah oui. Peut-être que je suis en train d'aller vers la calvitie. Et ça pose un problème, autant chez les hommes, chez les dames et dans la société. Beaucoup de gens aimeraient savoir, est-ce qu'il existe des solutions pour des gens qui perdent permanemment des cheveux, c'est-à-dire des gens qui commencent à avoir des calvities. Quelles sont, par exemple, les pistes de solutions pour ces personnes? Oui. Donc, avant d'arriver aux solutions, il faut d'abord savoir quelle est la cause. Qu'est-ce qui cause que les gens arrivent à la perte de cheveux, à la calvitie? Et donc, dans les causes de perte de cheveux qui amènent à la calvitie, donc j'insiste beaucoup en disant perte de cheveux qui amène à la calvitie. Parce que dans les causes, en fait, tu as la première cause, c'est une cause tout à fait génétique. Et on parle de alopécie androgénétique. Les androgènes, les hormones mâles, ce qui fait de nous des hommes forts. En fait, ces androgènes, chez des personnes qui sont génétiquement prédisposées, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les androgènes, en se couplant avec ce récepteur, ils vont accélérer le cycle du cheveu. Donc, en accélérant le cycle du cheveu, tu consommes très vite tes 20 cycles et quand tu arrives au bout, les cheveux ne repoussent plus. Et donc, en ce moment-là, ces gens-là attrapent la calvitie. Mais comme c'est génétique, il y en a qui vont l'attraper à 20 ans, il y en a qui vont l'attraper à 50 ans. Okay. Et donc, tu as cette conjonction entre les androgènes et le problème génétique. Maintenant, dans ces cas-là, y a-t-il une solution? Oui, si on prend tôt. Parce que comme c'est génétique, on ne sait pas s'y opposer. Mais on peut retarder l'arrivée de la calvitie. Et une des solutions, c'est de jouer sur les androgènes. Essayer de diminuer les hormones mâles. Alors, on a des médicaments comme la finasteride, la dutasteride, qui sont des bloqueurs qui empêchent la testostérone de se transformer en dihydrotestostérone. Parce que c'est la dihydrotestostérone qui entraîne cette escalade de l'accélération du cycle de cheveux. Et donc, ça, c'est un des premiers traitements qu'on a utilisé pour empêcher le cheveu. Maintenant, aujourd'hui, avec l'évolution de la compréhension de la chute du cheveu, et souvent, je fais toujours une analogie, je parlerai souvent du cheveu en feu. En fait, on a remarqué que, mis à part l'alopécie androgénétique, qui atteint 90% des hommes, 70% des femmes, il y a d'autres causes de perte. Oh, les femmes aussi. Ah oui, les femmes, elles sont protégées au début parce qu'elles ont les oestrogènes qui empêchent les hormones mâles d'agir, mais à la ménopause, on a le droit chemin où les androgènes agissent et font ce problème. Mais il y a des femmes qui vraiment souffrent de problèmes d'alopécie androgénétique. C'est même la première cause aussi chez la femme, c'est l'alopécie androgénétique. Maintenant, tu as la deuxième cause qui est par exemple le stress. Tu as d'autres causes comme les maladies. On a les médicaments. Il y a des gens, quand ils prennent des médicaments, ils commencent à avoir des chutes de cheveux. Donc, on parle de la chute réactionnelle par les toxines, par l'alimentation. Donc, toute cette configuration de perte de cheveux ont une base commune. C'est l'inflammation générée au niveau du bulbe. Comme je vous avais dit, le cheveu est comme un testeur. Donc, il est connecté au vaisseau. Et quand il y a l'inflammation dans le corps, le cheveu dit il y a danger, il y a du feu dans le corps. Et qu'est-ce qu'il fait pour se protéger? Il se déconnecte des vaisseaux sanguins. Mais en se déconnectant, il ne tient plus à rien. Et c'est comme ça qu'il tombe. Très bien. Je ne voudrais pas vous interrompre, mais je voudrais rendre le discours un peu plus digestible oui, au commun des mortels et à tout le monde. Donc, je retiens que la chute des cheveux est principalement causée par le stress. Aussi, oui. Aussi. Vous avez parlé aussi de ce côté génétique, et là, on ne peut pas faire beaucoup contre ça. Et je compte surtout le stress.
Et vous avez dit aussi, et une question m'est arrivée à ce moment-là, il faut réduire éventuellement les androgènes, les hormones, testostérone et mâle. Une question rapide. Est-ce qu'en faisant ça, on ne va pas jouer chez cette personne où volontairement on réduit l'apport de testostérone, favoriser le développement des signes féministes, féminins? Disons, en bloquant cela, non. En fait, dans la cascade des hormones mâles, en fait, la testostérone va être empêchée à être transformée en dihydrotestostérone. Ça veut dire qu'on va bloquer ce passage-là. Mais ce qu'on va entraîner, c'est une augmentation de testostérone dans le corps. Et notre corps n'aime pas un déséquilibre hormonal. Et ce qui se passe souvent, quand on fait cela, l'augmentation d'abord de testostérone peut provoquer d'abord les premiers signes de masculinisation. Gynécomastie. Ces gens peuvent avoir comme on dit, les bibons. Donc, leur chest, leur poitrine va commencer à gonfler. Ils peuvent avoir des problèmes de gonflement de testicules. Ils peuvent avoir, et ça c'est le plus gros problème, une diminution de libido, l'appétit sexuel. Parce que le cerveau, quand il voit une montée de testostérone, se dit il y a un appétit sexuel. Et quand cette montée arrive, il veut la couper. Donc s'il voit qu'il y a trop de testostérone, il va dire je veux couper l'appétit sexuel pour récompenser cela. Et donc ça, ce sont les effets souvent qu'on remarque avec tous ces produits qui bloquent la formation de dihydrotestostérone. Mais aujourd'hui, on a quand même essayé d'étudier pour comprendre comment la dihydrotestostérone se lie à ce récepteur androgénétique. C'est pour ça que, il ne faut pas non plus trop dramatiser parce que les gens... Sinon ça va faire peur. Hein? Oui, parce que les gens qui prennent les médicaments comme la finasteride, tout cela, il n'y a que 2% qui font ces effets secondaires. Mais 2%, c'est toujours... Allez, c'est quelque chose. Ça tombe sur toi, c'est pas bon. Mais aujourd'hui, on a quand même développé des produits, par exemple, qu'on peut appliquer localement, comme la dutasteride. Elle est plus forte que la finasteride, mais quand on l'applique localement, cette molécule est assez lourde pour ne pas pénétrer vraiment dans les vaisseaux sanguins et reste localement au niveau du cuir chevelu. Et donc, on a un effet local sans avoir l'effet systémique. Tout à fait. Donc là, vous avez déjà pratiquement commencé à parler des produits qu'on peut appliquer localement. Et donc, peut-être déjà dans les solutions. Et donc, je peux me demander, puisque le stress est l'un des, à part les causes génétiques, est l'une des causes assez importantes, est-ce que le management du stress peut aussi conduire à un bon management ou du moins à un ralentissement de la chute des cheveux? Oui, tout à fait. Ça, c'est la première chose même que nous conseillons parce qu'il faut dire que ce qui se passe souvent, il y a un cercle vicieux qui s'installe. Okay. Quand on a la perte de cheveux, les gens sont tellement anxieux à propos de cela, ils stressent parce que le regard de l'autre le met mal à l'aise et ça crée un cercle vicieux parce que le stress va entraîner une libération importante de cortisol, qui sont des hormones inflammatoires, qui vont accélérer encore la chute du cycle. Donc, il faut arrêter de stresser. C'est pas toujours évident parce que le stress, puisqu'on en parle, est un élément parfois qui peut être visible, mais parfois il y a les stress qu'on appelle sournois, où la personne essaie de se convaincre qu'elle n'est pas stressée, mais son corps lui dit que tu es stressé et on commence à voir et on voit les signes, les cheveux qui tombent et tout ça, on se dit non, toi tu es stressé. Non, je ne suis pas stressé, non, mais tes cheveux là ils tombent, tu es stressé. Et donc, c'est ça qui est souvent important. Mais le management du stress aide beaucoup à diminuer la perte de cheveux. C'est pour ça que souvent même, on dit toujours que la perte du cheveu est génétique et tout, mais tu as des facteurs maintenant extérieurs qui accélèrent cette perte. Donc, si vous commencez à avoir un peu de cheveux chutés de vos têtes, surtout ne paniquez pas. Prenez votre calme, soyez calme, gérez
ce début de chute de cheveux, parce que si vous le gérez mal, vous perdrez plus de cheveux. Oui. Maintenant, la question aussi, docteur, c'est, vous avez perdu les cheveux de la tête. Vous avez mal géré le stress et vous en perdez encore plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut voir un chirurgien? Ou quand vous voulez revenir, ramener vos cheveux, est-ce qu'il faut faire? Comme je te l'ai dit un peu au début, la solution est de tout raser parce qu'en ce moment-là, on ne voit pas. Mais, comme je t'ai dit, il y a un stigma de la société. Yeah. Raser les cheveux, c'est quelque chose qui est difficile dans la perception de l'humain. Souvent, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on a la perte de cheveux qui arrive, on peut la retarder. Et il y a des gens qu'on peut, dès le départ, voir. Il y a les dermatologues qui peuvent avoir un peu une idée dessus. Et aujourd'hui, tu as tous ceux qui font, par exemple, la chirurgie capillaire. Parce qu'on a une compréhension de la physiologie, de la physiopathologie et des solutions qu'il faut administrer. Parce que le cheveu, quand il tombe, il faut d'abord savoir pourquoi il tombe. Alors, dès qu'on sait pourquoi il tombe, en ce moment-là, on peut adresser de manière efficace comment le calmer. Comme je vous ai dit, l'inflammation, c'est ça, je dirais, la base commune de toutes les pertes. Que ce soit génétique, que ce soit stress, que ce soit les autres maladies. Est-ce que ça peut être des maladies comme infectieuses aussi et tout ça? Oui, des maladies infectieuses peuvent entraîner. Parce que tout ce qui peut entraîner une inflammation dans le corps peut entraîner la chute de cheveux. Et donc, en ce moment-là, on doit utiliser des anti-inflammatoires. Donc, ça, c'est, allez, logiquement, on dirait, il y a de l'inflammation, anti-inflammatoire. Mais aujourd'hui, on sait que les anti-inflammatoires communs qu'on connaît, l'aspirine, l'ibuprofène, ben, ce sont des anti-inflammatoires qui peuvent trouer l'estomac, qui peuvent donner des ulcères. Donc, on va essayer quand même de les éviter parce que entre trouer son estomac et souffrir d'une calvitie, ben, les médecins vont te dire souffre de ta calvitie, mais ne trouve pas ton estomac parce que tu ne sauras pas gérer. D'où aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'avec des solutions naturelles, nous avons des plantes qui sont anti-inflammatoires ou antioxydants. On a des traitements qu'on peut utiliser anti-inflammatoires pour diminuer et contrôler cette inflammation. Parce que ça, c'est la première chose. On contrôle l'inflammation pour empêcher la cause de continuer. Mais il y a une deuxième chose, on peut stimuler les cheveux pour renverser le cycle. Tout à fait. Et ça, c'est la deuxième catégorie des éléments qu'on utilise, comme on dit. Parce que le cheveu, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a peur, il se met au repos. Toi, tu dois lui rappeler que non, tu ne dois pas te mettre au repos, reviens au boulot. Et donc, on va le stimuler, on va lui amener tout ce dont il a besoin. Et l'élément de base dont il a besoin, c'est l'ATP. L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate, pour ceux qui sont dans le milieu médical. C'est ça qui donne l'énergie à la cellule de recommencer à refonctionner. Et cet ATP peut venir de quoi? Peut venir de l'oxygène. Donc, il faut essayer de ramener le sang et reconnecter ce cheveu au sang pour que plus il ait du sang, il aura de l'oxygène et ça va lui rappeler qu'il a besoin de travailler. Tu peux le stimuler par la lumière, l'énergie. Et aujourd'hui, on a tout ce qui est luminothérapie, lumière laser, lumière LED. Donc, quand on met ces gens, le cheveu sous cette lumière, c'est comme une plante. Elle absorbe l'énergie et hop, elle redémarre. Donc maintenant, tu as une chose parfois simple qu'on néglige, les vitamines. Les vitamines, comme la vitamine B, la biotine, c'est une vitamine qui augmente le métabolisme et l'énergie cellulaire. Donc, quand on prend ces vitamines, ça va aider à redémarrer et à renverser le cycle. Et donc, souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner ces stimulants aux gens pour retarder et empêcher que le cycle continue. Mais maintenant, l'idéal, c'est bien sûr bloquer la cause et deuxièmement, renverser le cycle. Parce que c'est toujours, avec les stimulants, tu as toujours la balance entre combien je perds. Parce que si tu stresses et que tu perds beaucoup de cheveux, mais que tu n'en recycles que la moitié, ben à la fin, tu continues. Tu perds pas quand même. Donc, c'est pour ça qu'on essaie toujours d'agir sur l'inflammation, où on bloque l'inflammation, on diminue l'inflammation le plus possible, où on agit sur les androgènes. Et deuxième chose, on stimule.
pour renverser le cycle. En ce moment-là, tu as un équilibre qui est là et qui peut faire que, bon, on peut toujours, je dis, se plaire avec le cheveu. Parce qu'il faut toujours se rendre compte que pour que l'œil humain se rende compte que tu as perdu le cheveu, tu dois avoir perdu 50%. Donc, quand tu remarques là que tu as plein de cheveux dans les trucs, c'est au moment d'agir. Il ne faut pas attendre que tout tombe. Ok. Et donc, à 50%, quand ça commence à être visible, si vous renversez la direction, vous pouvez récupérer certains cheveux qui sont passés au repos, etc., par des techniques et des éléments que vous venez de donner maintenant. Oui. Je dois rappeler que Dr Patrick, comme on l'a dit au début, est chirurgien capillaire spécialisé en greffe de cheveux. Et il a sa clinique en Belgique, à Bruxelles. Et il est en train d'ouvrir une autre clinique ici aux États-Unis, spécialement ici à Atlanta, en Géorgie. Et la question, c'est de se poser, c'est, après avoir fait ce que la vitamine et tout ce que vous avez dit, la greffe, finalement, se montre comme la dernière étape. Si toutes ces solutions, ces tentatives n'ont pas donné des bons résultats. Est-ce cela? C'est à moitié cela. Okay. Je dirais, quand on regarde en fait, la chute du cheveu, tu as deux choses comme on a dit. C'est que le cheveu a 20 cycles. Chaque cheveu est un organe. Okay. Et donc, quand le premier cheveu arrive à son 20e cycle, il ne pousse plus. Mais les autres cheveux sont dans le chemin. Et il laisse la région qu'il a occupée vide. C'est pour ça que vous dites que s'il y a beaucoup qui perdent, et vous pouvez avoir 50% de en ce moment-là, la superficie, ben, si on remarque que tu as perdu 50%, ça va encore, on peut le récupérer avec les traitements. Mais si tu as perdu 90%, ben, ça devient compliqué que seulement les traitements aident. En ce moment-là, la chirurgie intervient parce que la chirurgie n'est qu'une redistribution du capital que tu as. Redistribution. Parce qu'on prend là où c'est encore touffu. Par exemple, on dit que tu as 100%, mais pour remarquer que c'est fin, il faut que ça soit à 50%. On se dit non, on va prendre jusqu'à 40%. Okay. Comme ça, quand on laisse à 60%, personne ne remarquera. Okay. Et alors, on prend les 40%, on les remet là-bas. Dans la région, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. On dit, ah, il a quand même de cheveux. Donc, c'est vraiment cette balance qu'on cherche. Mais il y a une question rapide sans perdre le fil d'idée. À ce moment-là, est-ce qu'on peut aussi prendre des cheveux de la barbe et redistribuer au niveau du cuir chevelu? Est-ce que du cheveu, comme vous avez dit un peu plus haut ici, qu'on peut prendre des cheveux ou des poils de la poitrine ou ailleurs, et quand on les place dans d'autres régions, ils s'adaptent. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut aussi prendre des cheveux d'autres régions et les placer Cela se fait, okay. Mais il faut maintenant tenir compte. Comme je dis, le cheveu qu'on déplace d'une région à une autre, elle s'adapte, mais elle n'a pas encore les caractéristiques totales de la région. Donc, il faut du temps. Et donc, si tu déplaces un cheveu dans une région, ben, ce cheveu peut paraître un peu étranger. C'est comme tu prends un noir que tu mets en Scandinavie, ben, ça fera une tache. C'est un noir en Scandinavie. Là, en Scandinavie. Donc, il faut à un moment donné te dire, est-ce que si je prends, par exemple, ce noir ici, et je l'amène dans une région où il y a des gens, même s'ils sont basanés, ça peut marcher. Et donc, c'est un peu cela qu'on fait. Donc, aujourd'hui, il faut, pour retenir tout simplement, c'est que tu as la chirurgie pour redistribuer, mais la chirurgie doit toujours se faire accompagner du traitement médical. Parce qu'on doit préserver les cheveux à redistribuer. Okay. Maintenant, une autre question. Vous avez redistribué le cheveu, vous avez placé là où ça devient visible. Est-ce qu'il existe des moyens de maintenance maintenant du nouveau cheveu que vous avez placé là? Disons oui. La maintenance du cheveu doit se faire par, comme je dis, les traitements stimulants. Et nous savons aussi que ce cheveu qui est là, souvent, il vit plus longtemps. Parce qu'on l'a pris dans une zone où le cheveu reste de manière permanente, longtemps. Et donc, tu as ces deux choses. Un, on le laisse, mais on sait que puisque génétiquement, quand même, tu es appelé à perdre, ce cheveu-là qu'on a remis, il peut aussi tomber. Donc, il faut lui donner déjà tout ce qui est vitamines, bien le traiter, bien le nourrir. Comme ça, tu assures que le nouveau cheveu ne va pas subir
le même sort que les autres. Et bien sûr, éviter le stress. Tout à fait. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui, docteur Patrick. Si vous le voulez bien, nous serons, le studio ETL va être heureux de vous inviter à d'autres programmes que nous aurons ici, des podcasts où on aimerait bien que vous nous éduquiez un peu plus sur le traitement des cheveux parce que c'est quelque chose qui nous concerne, surtout moi. Donc nous allons vous inviter un peu plus souvent. Maintenant que vous avez votre clinique à Bruxelles et vous êtes en train d'en créer une autre ici, est-ce que vous avez des numéros de contact, des gens qui pourraient... que faire pour quelqu'un qui veut des cheveux ou qui veut en savoir plus, comment faire pour vous contacter? Ah oui, pour ceux qui veulent nous contacter, bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur Internet, www.mywhtc.net ou .fr. Donc, mywhtc, c'est mywhtc.net.fr pour ceux qui sont plus en Europe. Et aujourd'hui, nous avons encore un autre site qui est www.fuiclinic.com. FUI Clinic parce que la technique que j'ai pioneer, j'étais parmi les premiers à introduire dans la chirurgie capillaire s'appelle FUI, Follicular Unit Extraction. Et donc, ma clinique, mon website, je l'ai surnommé ainsi. Au niveau des numéros de téléphone, sur Atlanta, vous pouvez nous contacter au 001 770 663 1290. Je répète, 770-663-1290. Et là, vous tombez sur notre office et ils pourront vous guider. Et à Bruxelles, on est sur le +32 2 538 44 04. Donc ça, ce sont les numéros de contact pour votre première connexion avec nous. Et de là, on peut toujours vous aider, vous expliquer et nous faisons des consultations en ligne, nous faisons des consultations en personne, surtout dans ces périodes, et nous serons heureux vraiment d'aider, de vous conseiller surtout parce que avant d'arriver à la chirurgie qui coûte très cher, nous aimons d'abord conseiller les patients et leur permettre d'avoir tout ce qui est traitement de maintenance pour éviter le pire. Donc vous serez ouvert à organiser des classes, des séries de classes où les gens peuvent venir suivre. Ah oui, tout à fait. Des classes dans les installations que vous allez certainement mettre à disposition. Oui, tout à fait. Très bien. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Pathologie médicale avec Dr Patrick Mwamba. Merci et à plus tard. Merci.